Je pense que déjà, c'est les qualités d'un bon leadership tout court, c'est-à-dire avoir une boussole, avoir le sens, savoir où on veut aller, déjà. Avoir une éthique aussi, parce que dans la façon d'y aller, la question d'éthique, elle est centrale. Une capacité ensuite à écouter et à construire ensemble. Je pense qu'il y a 30 ans, le leadership était très surplombant. Aujourd'hui, pour moi, un bon leadership, c'est celui qui sait accueillir la diversité des points de vue et créer les conditions de mise en mouvement. C'est aussi, dans le leadership en général, la capacité à décider et à assumer. Parce que si on discute mais que ça ne se traduit pas par des actes, ça ne change pas. Ça, c'est d'une manière générale. Dans le leadership de la transition, c'est la capacité à faire le pas de côté en plus. C'est-à-dire à désobéir à la pensée unique, à évoluer en milieu hostile, soit par l'inertie des systèmes, les problèmes juridiques, les problèmes financiers, tout simplement les enjeux d'imaginaire. On ne l'a jamais fait. Et donc s'affronter à ces questions-là, ça va aller recruter des savoir-être particuliers. Et je dirais donc en conclusion qu'il y a une dimension peut-être un peu de pionnier. Mais en même temps, si on est juste le pionnier qui se sent bien parce qu'il est en avant de la troupe, mais qui est bien dans cette posture presque isolée, sacrificielle quasiment, il ne se passe rien. Et donc il faut quelque part une posture de pionnier passeur. C'est-à-dire une capacité à faire le pas de côté. Ce n'est pas les organisations qui font le pas de côté, c'est les humains. Et on attend ça d'un leadership, mais en même temps de créer les conditions de l'appropriation et de la construction collective, le passeur. Quand on a tout ça, ça fait déjà beaucoup de choses à réunir ensemble, mais là, ça le fait. Je dirais que déjà, dans l'exemple de Los Angeles, de ce qu'on a analysé sur toute une série de territoires qui ont fait de la transition, on voit bien qu'on est affronté à un problème de changement d'imaginaire. C'est-à-dire qu'on a une tendance à considérer le développement un peu comme une continuité et les représentations du développement, la taille des bâtiments, la puissance de la ville, etc., c'est quelque chose qui aujourd'hui doit être questionné. Et donc la capacité à faire apparaître des nouveaux imaginaires, c'est extrêmement important. Ça veut dire que c'est des questions culturelles, c'est des questions dans la façon, par exemple, de faire des voyages apprenants pour aller voir autre chose et changer les représentations. Une fois qu'on a dit ça, pour autant, ce n'est pas parce qu'un nouveau possible apparaît qu'on va y aller facilement, parce qu'on s'affronte à toutes les résistances au changement, qui sont des résistances personnelles, des résistances collectives et des résistances, je dirais, institutionnelles. Le droit, la norme, par exemple. Bon. Et donc, par rapport à ça, il y a toute une série de règles, et on ne va pas faire ici toutes les théories de la conduite de changement, mais par exemple, on change à la fois individuellement et collectivement. S'il n'y a pas les deux, ce que j'ai observé dans ma commune, ça ne le fait pas. Un agriculteur ne change pas tout seul. Il va changer parce qu'il y a un noyau qui se constitue et qui va bouger collectivement. Et puis, il y a une façon d'aller chercher les pionniers, de dire que les pionniers sont en fait des précurseurs et non pas des déviants. Bon, voilà, il y a toute une série de petites choses. Alors, dans la capacité à amener, il y a à la fois ce cadre général qui change, mais il y a aussi de l'expérience du code source, de ce qu'on appelle le code source de Los Angeles. Juste, je les cite, je n'aurai pas le temps de les développer, des ressorts qui fonctionnent bien. Un, s'inscrire dans une logique de récit. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander aux gens de se transformer si on leur demande de se renier. Ça ne marche pas. Et donc, par exemple, c'est pour ça que j'ai porté l'inscription du bassin minier à l'UNESCO comme étant une façon de tourner une page et de se projeter autrement vers l'avenir. Ensuite, on a besoin d'engagement et de leadership engagé pour faire le pas de côté, mais de processus coopératifs, je viens de le dire juste avant. Et ensuite, on a identifié 4 piliers. 1, implication des habitants, à la fois parce qu'ils ont une expertise d'usage, mais aussi parce qu'eux-mêmes se transforment dans l'action, ils montent en capacitation. 2, attraper le sujet par le systémique. Si moi, dans ma commune, je n'apporte pas de réponse à l'emploi, j'ai beau faire des politiques environnementales merveilleuses, je ne suis pas crédible parce que ça ne fait pas système. Et donc, le systémique amène à des changements managériaux très importants dans les institutions, des nouvelles méthodes de travail. 3, une culture de l'innovation qui est une culture de la désobéissance qui réussit, une innovation, une désobéissance qui réussit. Et donc, c'est comment je crée de la confiance progressivement avec des projets qui montent de plus en plus en innovation. Et 4, et c'est le dernier, c'est ma petite poétique du changement, c'est l'étoile et les cailloux blancs. C'est-à-dire que pour vraiment changer, il faut qu'on ait une étoile qui nous fait rêver, qui nous met en désir, qui brille dans le ciel. Mais si l'étoile, on ne peut pas y accéder, qu'elle n'est pas pour nous,
alors ça nous met en colère, ça nous met en rage, ça nous met en sidération, en frustration. Et donc pour éviter ça, il faut des cailloux blancs. Des cailloux blancs qui vont baliser le chemin. Alors l'étoile, elle se recule en avançant, mais c'est pas grave. Et même si on ne l'atteint pas au sens propre, ce qui compte, c'est d'être en chemin. Dans l'exemple de Los Angeles, on n'a pas réglé tous les problèmes. Par contre, on a le sentiment qu'on a repris prise sur notre destin. Et une de nos étoiles, c'est de devenir la première ville intégralement solaire. Bon, on n'est pas prêt d'y être, parce que chaque toiture, il y en a pour un moment. Mais vu l'avancement, vu l'implication des citoyens qui mettent de l'épargne locale, etc., on va très vite couvrir beaucoup de surface. Donc l'étoile, c'est la ville solaire. Le premier caillou blanc, c'était une centrale au sol au pied des terris. Le deuxième caillou blanc, c'était l'église faite avec la communauté catholique, implication habitante. Le troisième, qu'on vient de finir, c'est toutes les salles de sport et toutes les salles de la ville. Et le quatrième, c'est les toitures privées qu'on attaque. Eh bien, avec ces processus-là, finalement, on a à la fois la vision qui se redégage, on a des projets concrets, ce que moi j'appelle des objets transactionnels, c'est-à-dire qu'on travaille ensemble à la réussite du projet, ça casse les codes, ça casse l'isolement de chacun, et là on réussit des choses merveilleuses. Je pense que c'est difficile parce que l'État a un rôle dans l'application de la réglementation, un rôle de garant dont on a besoin. Mais en même temps, on a aussi besoin que l'État ne soit pas que censeur ou prescripteur et qu'il puisse aider à ce que ça germe. Et alors, est-ce que l'État, pour autant, va devenir facilitateur? Ce nouveau mot, je ne crois pas, compte tenu de sa posture. Mais en tout cas, la façon dont il peut créer le soutien aux pionniers et aux initiatives, le dézoomage par rapport à une situation donnée en permettant des rencontres, donc finalement dans un dispositif d'ouverture, dans un dispositif de rencontre avec d'autres types d'acteurs, dans la façon de signaler les appels à projets, ce qui se passe au niveau européen, il y a tout un travail de soutien à la capacité d'initiative territoriale. En tout cas, il y a besoin d'une posture qui soit en même temps, qui donne un cadre, et en même temps qui soit bienveillante, qui ne soit pas arrogante, et qui puisse être apporteuse de réponses, de décentrage, de travail collectif. C'est un art pas facile. C'est probablement plus facile pour les agents dans les services déconcentrés, proches des collectivités. Au niveau central, on est beaucoup dans les grands cadres. Je pense aussi que sur la question du sens, les fonctionnaires d'État, de ce que j'ai toujours observé, ont une très grande attention à cette question du sens de leur travail. C'est pas par hasard s'ils ont fait ça plutôt que des métiers dans le business. Bon. Et là, c'est peut-être à la façon dont on laisse une place à la fonction publique aujourd'hui au XXIe siècle, là, pour trouver un espace qui soit en même temps un espace de conviction pour ces gens qui sont formés, je répète, qui ont besoin de sens, tout en ayant leur métier qui est quand même de donner le cadre. Et là, il y a probablement des évolutions dans la façon d'accompagner l'initiative dans la fonction publique, d'accompagner des processus probablement plus collectifs, d'être moins descendant. Mais c'est un chantier compliqué, parce qu'à un moment donné, l'État, ça atterrit chez les préfets, puis ça atterrit chez les sous-préfets, puis on est quand même dans des systèmes extrêmement hiérarchisés. Et donc la transformation culturelle de l'État reste un chantier énorme. Mais l'État travaillant sur la notion d'intérêt général et de sens public, c'est un acteur majeur de la transition dans laquelle on est engagé. La fabrique des transitions correspond à cette idée que la vérité n'est pas à Paris, même s'il y a des éléments extrêmement intéressants. La vérité n'est pas dans les territoires, même si les territoires sont apporteurs. La vérité, elle n'est pas chez les experts. C'est qu'à l'heure où la société de la connaissance fait qu'on a accès au savoir, où aujourd'hui il y a une recherche de construction collective, on le voit dans l'entreprise, on le voit partout, c'est qu'il y a besoin d'une nouvelle forme d'alliance de ceux qui se battent sur la question de l'intérêt général. Nous, ce qu'on porte, c'est cette idée d'une communauté apprenante
qui va développer le pair à pair, qui va développer les voyages apprenants, qui va développer le partage de ressources. Comment, par exemple, les réseaux de l'énergie, au lieu de venir buter sur le plafond de verre des modèles économiques qui ne maîtrisent pas bien ou des modèles d'implication habitante, vont trouver au sein de la communauté apprenante de la fabrique des transitions des alliés, puisqu'on appelle ça une charte, on a une charte d'alliance, donc des alliés avec qui ils vont pouvoir co-construire des réponses. Donc c'est le dépassement des limites de chacun, c'est de la puissance considérablement accentuer le fait de le faire ensemble. C'est de la déstabilisation des représentations et un maire qui parle à un autre maire, ça va changer beaucoup plus ces deux maires-là que tous les discours descendants qu'on va leur faire. Donc il y a cette dimension communauté apprenante et puis il y a une dimension accompagnement de territoires qui veulent entrer en transition, mais sur de l'accompagnement amont. On n'est pas des consultants, mais c'est d'aider les territoires à positionner leurs projets de transition sans qu'il y ait d'intérêt financier. Bon, c'est une aventure qui ne fait que démarrer. 250 organisations ont signé la charte d'alliance. Et à chaque fois qu'on rencontre des territoires, l'idée de rentrer dans une dynamique collective, ça leur fait ça, quoi. Ça leur fait, ouais, je me sens moins en situation isolée et ça donne envie d'y aller. Donc moi, je pense que c'est porteur avant tout d'une dynamique collective.